Bien, donc dernière étape avant les conclusions de cette journée d'études, de ce colloque. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Rouessé, éminent cancérologue, médecin, humaniste et en même temps historien, parce que il vient de signer un excellent ouvrage que je vous recommande d'ailleurs de lire sur les maladies de Louis XV. Preuve, s'il en était besoin, que les médecins peuvent aussi être d'excellents historiens. Alors je ne sais pas si les historiens peuvent être d'excellents médecins, mais bon, je ne m'aventurerai pas dans ce domaine-là. Je préfère laisser les médecins venir à l'histoire plutôt que l'inverse. Alors Jacques Rouessé, cette journée a été consacrée à de nombreux débats, à de nombreuses problématiques sur l'évolution du statut du corps. Et c'est vrai que puisque nous sommes dans un contexte médical, cette évolution, c'est avant tout, j'allais dire, l'évolution d'un corps souffrant, d'un corps blessé, d'un corps qui est confronté à la maladie, d'un corps qui est confronté à la mort, qui est confronté aux grandes questions, aux grandes problématiques de la vie. Comment est-ce que vous, en tant que grand témoin, du fait de votre longue carrière, de votre grande expérience, des différentes, je dirais, facettes que vous avez pu connaître dans votre parcours, comment est-ce que vous voyez l'évolution entre le début de votre carrière et aujourd'hui dans la manière de traiter ce corps, ce patient qui souffre, ce patient qui a besoin d'informations, qui a besoin qu'on lui parle, qui parfois d'ailleurs a besoin effectivement qu'on le touche, même si parfois c'est trop tard, mais ça fait partie des rituels symboliques. Comment est-ce que dans votre discipline, qui est une discipline ô combien particulière, si je puis dire, vous avez vu l'évolution du rapport à la souffrance, à ce corps souffrant, et comment est-ce que vous-même vous êtes positionné au fur et à mesure de votre carrière par rapport aux différents cas que vous avez pu aborder. Et je terminerai, avant de vous donner la parole, par vous remercier une nouvelle fois, puisque ce matin vous étiez en congrès à Montpellier, et le professeur Rouessé m'avait promis de venir. Et il a fait le déplacement pour nous et pour terminer cette journée d'études. Donc encore une fois, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie aussi de m'honorer du titre d'historien, parce que je pense que je n'ai quand même pas fait toutes les études nécessaires pour mériter cet éloge. Enfin, j'y suis extrêmement sensible. Alors effectivement, j'étais à un congrès qui m'a empêché d'assister au début de cette journée, et ce congrès que j'avais l'honneur de présider, c'était déficients intellectuels et cancer. Le cancer chez les déficients intellectuels. Je pense que ça rentre peu ou prou dans ce que vous venez de dire. Alors, depuis, je dirais fondamentalement, pour moi, les choses n'ont pas tellement changé. Mais formellement, les choses ont quand même changé. Il y avait d'abord, quand je me rappelle la première fois que j'ai mis les pieds à Villejuif, j'avais un oncle qui était cancérologue aussi, et il nous avait emmenés avec mon frère, on avait 16 ou 17 ans, il allait faire sa visite. Il m'a dit, surtout, vous ne prononcez pas le mot cancer. C'était un mot tabou. Et donc, complètement tabou, donc on évitait de prononcer le mot cancer. Alors, quelquefois, c'était un petit peu difficile, évidemment, après, parce que dire à une personne qu'on va l'amputer parce qu'il a un corps au pied reste un exercice délicat. Donc, petit à petit, les choses ont changé, mais en fait, le vrai problème, et c'est là où je pense que ça n'a pas tellement changé, c'est d'annoncer aux gens qu'ils ont une maladie qu'ils considèrent comme mortelle. C'est ça le vrai problème. On m'avait raconté aussi comme anecdote l'histoire, je crois que c'était un architecte, donc un homme qui avait fait des études, auquel on annonce qu'il a un petit cancer basocellulaire de la peau qui est parfaitement guérissable, qui guérit dans 100% des cas, et qui se suicide à l'idée qu'il a un cancer. Donc en fait, la démystification du mot cancer, certes, est très importante dans le dialogue avec les patients, mais n'a fait en quelque sorte que repousser le problème. Alors, là encore, on va revenir sur les dispositions de les directives anticipées. Il y a eu deux auteurs célèbres qui avaient justement voulu démystifier le terme cancer. Et l'un d'eux était médecin, l'autre ne l'était pas, journaliste du Monde fort connu, et quand celui-ci a eu son cancer, son co-auteur n'a eu de cesse
que de lui dire « vous avez un cancer », ce que l'autre n'a pas du tout admis. Et le médecin s'est fait mettre à la porte par la femme du dit journaliste. J'ai vu aussi des confrères jeunes dire « moi, s'il m'arrive quelque chose, pas d'acharnement thérapeutique, etc. » Et puis c'était le premier, une fois qu'il a été en place, le premier à réclamer, bien entendu, d'aller jusqu'au bout de tous les produits possibles et imaginables. Donc il faut être extrêmement prudent dans la façon d'aborder les choses, d'autant que les gens évoluent. Je me rappelle avoir soigné une religieuse, très intellectuelle, elle écrivait dans des revues, des publications importantes, elle se passionnait pour les Thérèses. Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila. Donc confrontée à la mort. Elle avait un cancer qu'elle voyait, elle ne pouvait pas le cacher, alors on négociait avec la maladie, bon, il n'y avait pas de remède miracle. Bon. Un jour, on me dit qu'elle n'avait pas le moral. Donc, pourquoi ? Parce que sa supérieure avait été la voir en lui demandant de choisir avec elle les cantiques pour l'enterrement. Alors évidemment, on aurait pu penser, j'étais un petit peu surpris, parce que je conçois très bien votre réaction. Mais j'étais un peu surpris, je me dis, voilà une sainte femme qui a été confrontée intellectuellement avec la mort, qui voit son cancer, finalement, l'enterrement vient tout naturellement. Bon. À l'opposé aussi, la même bonne sœur. À un moment, elle m'a dit, j'en ai assez. Donc c'est j'allais dire sur le problème de l'euthanasie. Et alors, il y avait encore, on pouvait proposer d'autres traitements. Elle m'a dit non, voilà, mon confesseur revient, allez, c'est fini. Et donc je lui ai dit adieu à la bonne sœur. Et il y avait un jeune interne qui m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire ça, puisqu'il y a encore des traitements à faire. Je lui ai dit, écoutez, ça fait 10 ans que je connais la bonne sœur, c'est mon problème, entre elle et moi, ça ne vous regarde pas. Et voilà, elle m'a envoyé une lettre posthume qui m'a beaucoup touché. C'est pour dire, cet exemple montre bien que chaque cas est un cas tout à fait individuel et qu'on ne peut pas faire de règlements généraux, et à chaque fois, il faut savoir appréhender les choses. Je me rappelle aussi d'une collègue cancérologue. Elle a un cancer du pancréas, la pauvre. Un jeune très dévoué vient aller faire les perfusions chez elle, etc. Et à un moment, ça ne marchait plus. Alors le jeune collègue lui dit, c'est fini maintenant. Elle a très très mal. Pendant qu'elle est morte dans un état de désespérance, parce qu'on lui avait balancé une vérité qu'elle ne voulait pas entendre, qu'elle connaissait. Et j'ai vu aussi un ami qui était un garçon énarque, qui me connaissait très bien, qui aimait bien la médecine. Eh bien, en même temps, il était sous la bombe au cobalt, il savait ce qu'il avait, mais en même temps, il le niait. Au même moment, je me rappelle, la veille de sa mort, il m'avait dit, on fêtera, quand j'irai mieux, je t'inviterai, etc. Et en même temps, il a dit adieu à tout le monde. Donc, cette complexité des malades qui savent et qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, je pense qu'il faut respecter que le rôle du médecin est de respecter cette liberté et d'être vraiment à l'écoute. Alors, autre élément aussi, les phases terminales. C'est pour ça que moi je pense que l'idée d'une législation me paraît, tout au moins en cancérologie, parce que c'est ça que je connais, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Dieu sait si j'ai vu des phases terminales, c'était des malades qui souffraient beaucoup, il n'y avait plus grand-chose à faire, et à ce moment-là, on se réunissait dans le service, depuis la femme de ménage, qui voit plus souvent les malades que le médecin quand ça ne va plus. Le médecin, quand ça ne va plus, on n'est pas très présent, il faut bien dire ce qui est. Et donc on se réunissait, la famille, et puis on disait, fallait pas faire la piqûre qui tue, là parce qu'à ce moment-là, c'est la provocation, c'est pas ça. On calme la douleur, le devoir des médecins, et même, cher ami, j'avais retrouvé dans des traités du 19e, premier devoir du médecin, c'est de calmer la douleur. Et je pense que si on disait la douleur est la rédemptrice, on disait, puisque vous souffrez qu'on ne peut rien faire, autant que ça serve à quelque chose.
Je pense que c'est ça. Donc, et donc je n'ai pratiquement jamais vu de problème avec l'euthanasie. C'est pour ça, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur je ne retrouve plus, Martinand, c'est notre responsabilité, il faut savoir enfreindre. Je pense que de temps en temps, il faut savoir brûler le feu rouge. Voilà, et on prend notre responsabilité. Je n'ai vu qu'une fois un problème, c'était une malade qui était une femme très élégante et qui avait un cancer du sein. Elle voulait absolument pas de chimiothérapie. Alors on avait commencé avec l'hormonothérapie, bon, des traitements, ça marchait pas trop mal. Et puis un jour, ça marchait plus. Donc on était bien obligé de lui dire que ça ne marchait plus, elle le voyait. Alors, j'ai dit, bon, on va essayer une chimiothérapie. Ah, dans ce cas-là, docteur, vous avez dit que vous m'aiderez jusqu'au bout. Hop, vous allez me faire la piqûre qui tue. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous allez rentrer à l'hôpital. On va voir les choses. J'allais le voir en fin de matinée. Ah ben, si, etc. Le soir, pareil, je me dis, c'est quand même un petit peu embêtant. Je me voyais mal à dire aux infirmières, chlorure de potassium. Et le lendemain, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, elle était morte. Alors, est-ce qu'elle s'est suicidée? Je ne saurais jamais. Mais c'est vous dire que finalement, je n'ai jamais eu de cas précis sur le sujet. Alors je ne sais pas dans les autres disciplines comment se passent les choses. Ça, c'est très très difficile. En réanimation, par exemple, les problèmes de néonatalité, je me garderais bien d'émettre un point de vue à ce sujet. Voilà, grosso modo, si vous voulez, mon... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, dans le changement des choses, c'est que les malades métastatiques qui, malheureusement, ont de fortes probabilités de mourir, de ne pas guérir, eh bien, sont plus longtemps métastatiques. Bon, on s'efforce, alors donc ça, c'est des progrès des traitements, on s'efforce de les faire vivre en meilleure qualité de vie. Maintenant aussi, et ça, je ne l'ai pas connu parce que c'est tout récent, vous avez des rémissions spectaculaires dans certains types très précis de cancers qu'on n'avait pas prévus au programme. Là encore, le pronostic, moi je ne suis pas tellement pour préciser le pronostic. Il faut dire aux gens que, effectivement, à leur place, il y a une façon de le dire, je prendrai mes dispositions testamentaires, que ça va durer longtemps, mais leur dire, madame, il n'y a plus rien à faire, comme je l'ai vu plusieurs fois. Moi, je me rappelle d'une malade, j'avais récupéré ça d'une de mes assistantes. La malade, la jeune avait dit, il n'y a plus rien à faire. J'ai gardé 2 ans cette dame, en machin, elle était contente, elle a voyagé, etc. Bon, donc il faut être extrêmement prudent sur le pronostic. Mais les malades aiment bien, enfin les familles surtout. Moi, je me rappelle avoir eu un jour un coup de téléphone d'un pauvre homme qui avait perdu sa femme. Il me dit, docteur, vous aviez dit que ça durerait 6 mois. Eh bien, jour pour jour, ça a duré 6 mois, sa maladie. Je n'avais, à ma connaissance, jamais dit des choses pareilles. Je dis, à la limite, on donne des statistiques. S'ils veulent absolument, on va dire, écoutez, la moyenne, c'est ça, mais il y a des cas qui durent extrêmement longtemps. On ne sait jamais ce qui va me passer. Et alors, ce matin, un collègue m'a raconté une histoire, bon, qui n'est peut-être pas exactement dans le thème. C'était un monsieur qui avait un cancer de l'œsophage dans les années 50. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Avec une biopsie, donc prouvée. Il quitte l'hôpital. Il en avait marre des soins. Hop, il rentre chez lui. Mais on n'a plus de ses nouvelles. Enquête, après, qui est faite dans une étude épidémiologique. Et il y a une personne qui arrive dans le village où habitait ce brave homme. Et qui dit, je voudrais savoir quand est mort ce brave homme, monsieur Tartampion. Il dit, c'est moi, 20 ans après. Ah. Alors, le malade va voir son médecin et l'engueule en disant, pourquoi vous ne m'avez pas dit que j'avais un cancer? Et 3 semaines après, le malade était mort. Voilà. Étrange histoire, ça veut dire qu'il faut être modeste. Et que, pour moi, chaque cas est un cas particulier.